Suite à la première vidéo qui montrait le contenu du kit de démarrage du bras de pont iLeg, donc voici une deuxième vidéo consacrée à la description des sous-fonctions de la carte principale qu'on trouve à l'intérieur du bras de pont. Donc cette carte principale gère à partir d'un microcontrôleur la commande des transistors IGBT qui se trouvent dans le bras de pont. Donc voilà la première page des schémas de description du bras de pont. Donc ce qu'on peut y voir bien, c'est que tout s'articule autour d'un contrôleur de type PSOC 5. Donc c'est une gamme de microcontrôleurs développés par la société Cypress, qui contient en fait un microcontrôleur de type ARM Cortex M3 interfacé avec des circuits logiques et analogiques programmables, un petit peu à la manière d'un FPGA en plus simple, avec des portes logiques, avec des périphériques numériques, avec des convertisseurs analogiques numériques et numériques analogiques, mais aussi avec des circuits analogiques programmables de type comparateur analogique, de type amplificateur opérationnel, et aussi des filtres. Donc ce qu'on peut y voir, c'est qu'en fait tout s'articule autour de ce microcontrôleur qui centralise toutes les commandes qui vont être envoyées aux IGBT, donc les deux signaux PWM qui sortent du microcontrôleur, qui sont notés H-gate et L-gate ici, et qui vont vers des drivers, pour être précis, opto-isolés, qui pilotent les transistors. Et ce sont des drivers opto-isolés un petit peu sophistiqués qui renvoient des notifications d'erreur en cas de problème. Deux notifications d'erreur par driver, en fait il y a deux drivers séparés pour les deux transistors du bras de pont. Un type d'erreur de type désaturation et un autre type d'erreur noté UV pour under voltage. Donc qu'est-ce que ça veut dire exactement? Eh bien lorsqu'une erreur survient, en fait il peut y avoir deux grandes catégories d'erreurs détectables au niveau d'un driver d'IGBT. Une erreur de type désaturation, qu'est-ce que c'est? C'est un court-circuit franc qui fait que le courant est tellement important que le transistor ne peut plus se maintenir en état de saturation. Pour un transistor bipolaire, grosso modo, c'est IC égale bêta IB. Quand c'est saturé, cette égalité n'est plus respectée. Et quand ça désature, on repasse en mode de fonctionnement linéaire. Et donc on a un IC égale bêta IB en présence d'une tension aux bornes du transistor. Et donc ça, c'est absolument pas supportable en régime établi. Le courant, dans ce cas-là, est très très important et il y a une tension aux bornes du composant, ce qui fait qu'il va dissiper énormément de puissance et qui va être détruit en quelques dizaines de microsecondes. Donc typiquement, il faut pouvoir couper la commande en une dizaine de microsecondes maximum, sinon il y a casse du composant. Donc le driver en fait surveille la tension aux bornes du transistor, et lorsqu'il est piloté, la tension doit être quasiment nulle à ces bornes. Si c'est pas le cas, il y a un défaut de type désaturation, et le driver coupe la commande et notifie le circuit en amont de l'erreur, donc de type désat. Autre type d'erreur, c'est l'erreur de type under voltage. Donc là c'est un peu plus sournois. Ce type d'erreur survient si la tension d'alimentation du driver est insuffisante pour garantir la saturation du transistor. Si jamais on a une alimentation de l'ordre de 5 volts par exemple, le driver ne sera pas capable de fournir plus que 5 volts au niveau de la grille du transistor, et ça c'est pas forcément suffisant pour garantir la saturation du transistor. Donc on va vraiment le piloter, mais on va le maintenir dans un état non saturé. Donc comme en désaturation, il y a du courant et de la tension aux bornes du composant, il va surchauffer. Donc il faut surtout, en cas de
tension de commande insuffisante, ne pas essayer de piloter le transistor, et donc le driver est là pour ça, il surveille la tension, et si elle est trop faible, il va notifier l'utilisateur de cette erreur de type under voltage. Et donc vu qu'on a deux drivers et que chacun peut délivrer deux erreurs, en tout on a 4 niveaux d'erreur, enfin 4 signaux d'erreur qui sont délivrés au PSOC. Donc voilà pour la partie commande des IGBT. Alors qu'est-ce qu'on trouve également dans la carte principale? Eh bien, en fait on a toute une partie alimentation des circuits de commande. Typiquement en fait on a une alimentation générale qui est notée 12-15 volts. En fait c'est du 12 volts uniquement, ça a été figé à cette valeur là de 12 volts, et on a un circuit qui va servir à fabriquer du 5 volts et du 3,3 volts. Donc là, sans trop rentrer dans les détails, il y a eu des petites évolutions, il n'y a pas que 5 volts et 3,3. Le schéma général qui se trouve ici d'alimentation ne contient que cette partie-là, mais il y a aussi des alimentations au niveau des drivers qui fabriquent du plus 15, moins 5 et qui ne se trouvent pas dans la page smps.schdoc et qui ont été déplacés dans la page du driver. De plus 15, moins 5. Il y a aussi une alimentation 5,2 volts qui sert à l'alimentation des circuits analogiques du PSOC et qui ne sont pas dans cette page-là. Cette page-là n'est focalisée que sur le 5 volts et le 3,3 et se base sur un circuit linéaire technologie. Alors qu'est-ce qu'on trouve d'autre dans la carte principale? Eh bien en fait on a les interfaces d'entrée-sortie en face avant. Donc c'est l'interface utilisateur, donc HMI pour Human Machine Interface, donc la carte de face avant. En face arrière on a un connecteur hybride avec des circuits de puissance et des circuits de commande, donc en fait 24 broches pour les commandes et pour l'alimentation des circuits de commande, et 3 lames. Là c'est une image d'un connecteur à 4 lames de la même famille, mais donc dans notre cas il y a uniquement 3 lames de puissance qui peuvent supporter jusqu'à 60 ampères sous 250 volts max pour la partie puissance. Donc ça c'est le connecteur qui va aller au fond de panier quand le bras de pont est mis dans un rack. On a également une page dédiée au circuit de mesure de courant, mesure de tension et mesure de température au niveau du bras de pont IGBT. Et pour finir, on a une page qui décrit l'alimentation de 4 ventilateurs qui sont contrôlés par le microcontrôleur pour refroidir le module IGBT sur la base des mesures de température. Donc voilà pour la vue d'ensemble de la carte principale. Donc je le disais, l'alimentation générale des circuits de commande se fait en grande partie en 5 volts et en 3,3 volts. Et comment ça fonctionne? Bien, ça s'articule autour d'un circuit intégré linéaire technologie LT3992 qui est constitué en fait de deux bucks, deux convertisseurs à découpage de type buck intégrés. Alors avec quelques circuits externes, quelques composants externes, mais donc l'essentiel c'est une alimentation générale en 15 volts, c'est marqué ici 15 volts, mais en fait c'est du 12 volts, soit par la face avant avec un jack en face avant, soit parmi les 24 broches de commande de la face arrière, du fond de panier, du 12 volts dans un cas ou dans l'autre, et ça arrive sur deux diodes intégrées dans un même boîtier pour choisir soit l'un soit l'autre. Et en fait les diodes sont là juste pour éviter les problèmes en cas de connexion simultanée sur la face avant et sur la face arrière de deux alimentations distinctes et légèrement différentes. Donc on alimente l'ensemble, il y a une diode pour vérifier, une diode électroluminescente pour vérifier que l'alimentation 12 volts arrive bien, et on alimente en parallèle deux hacheurs de type buck
qui vont fabriquer du 5 volts et du 3,3 volts avec des LED à chaque fois pour vérifier que les deux circuits fonctionnent bien. Et donc ces deux branches parallèles sont constituées des éléments classiques d'un buck avec un transistor, un filtre LC externe, le L et le C sont externes, une diode de roue libre et un circuit de bootstrap qui va servir à piloter le transistor à l'intérieur. Donc la partie driver et le transistor de puissance sont intégrés dans le convertisseur, ainsi que le circuit de contrôle PWM et le correcteur qui va servir à réguler la tension de sortie. On fabrique 5 volts ici tout simplement parce que on a choisi judicieusement le circuit de feedback avec deux résistances ici qui renvoient une tension comparée à une tension de référence bien précise à l'intérieur du boîtier, et le choix des deux résistances ici est fait de telle manière à avoir 5 volts en sortie. Les résistances qu'on a de ce côté-là, le circuit est exactement identique, avec deux résistances différentes qui vont permettre d'avoir 3,3 volts en sortie. Donc voilà pour le circuit LT3992 pour l'alimentation des circuits de commande en 5 volts et en 3 trous. Donc en ce qui concerne les drivers d'IGBT, donc voici la page descriptive des commandes de grille. On peut voir deux drivers bien distincts avec chacun une alimentation plus 15 moins 15 plus 15 moins 5 pardon, qui est fabriquée pour ces deux commandes. Donc ce sont deux commandes opto-isolées totalement indépendantes. Et donc pourquoi on utilise du plus 15 moins 5 ? Tout simplement pour piloter efficacement la grille du transistor. Plus 15 volts, ça permet de garantir à coup sûr de saturer le transistor, et le moins 5 volts, il est là pour les phases de blocage, pour garantir que le blocage va se faire sans perte excessive. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que quand on veut bloquer le transistor, classiquement on met une tension de commande de grille à 0, mais donc pendant le blocage, la tension aux bornes du transistor va se rétablir. Entre grille et émetteur, on va avoir une croissance de la tension, et par voie de conséquence, la grille étant à peu près au même potentiel que l'émetteur, si on est en basse tension côté commande et en vraiment haute tension côté puissance, eh bien la tension entre collecteur et grille va fortement augmenter, et donc on a une capacité parasite qui va se charger. Cette capacité parasite, en se chargeant, va drainer un courant vers la grille qui va créer une tension aux bornes de la résistance R15, ici la résistance de grille, et donc si on met 0 volt au niveau de la sortie du driver, on aura une tension un peu plus grande au niveau de la grille, et on risque de dépasser le seuil de conduction du transistor. Donc en fait, pendant la phase de blocage, il va mal se bloquer pendant un certain temps, ce transistor, et on va créer des pertes par commutation supplémentaires et évitables. Donc là, en mettant moins 5 volts ici, on est sûr de pas dépasser le seuil de remise en conduction côté grille. On a même des chances de rester totalement en négatif pendant la phase de blocage, et donc d'avoir des pertes par commutation les plus faibles possibles. Donc ces drivers étant auto-isolés, on peut les piloter de manière indépendante l'un de l'autre sans problème, mis à part bien évidemment le pilotage simultané des deux transistors, et on n'a pas de phénomène de charge d'un condensateur de bootstrap comme on le fait classiquement avec des drivers low cost. On a des vraies alimentations isolées pour les pilotages des deux transistors. Donc le pilotage du transistor haut ne pose pas de problème particulier, on peut le maintenir passant indéfiniment dans le temps, donc on n'a pas besoin de se préoccuper d'un recyclage de la charge d'un condensateur de bootstrap, et donc aucune limitation sur le rapport cyclique. On peut mettre un rapport cyclique 100% tout le temps, et on peut démarrer
le convertisseur en pilotant immédiatement le transistor haut sans avoir à, au préalable, piloter le transistor bas. Donc ça, au niveau de la commande amont, il n'y a aucune limitation, aucune contrainte, et on peut mettre en œuvre n'importe quel type de commande, telles que des commandes à hystérésis par exemple. Des commandes en fourchette de courant pour réguler le courant sorti du hacheur. Donc après la page driver, voici la page de connexion à la carte de face avant, donc à l'interface homme-machine. Donc qu'est-ce qu'on a ici? En fait, un symbole qui représente le connecteur de bord de carte de type PCI Express avec 36 voies qui sont dédiées aux entrées-sorties vers la carte de face avant et à l'alimentation. Donc il y a un certain nombre de voies qui sont dédiées à la masse, au plus 5, au plus 3,3 volts et au 15 volts back et au 15 volts front. Donc qu'est-ce que ça veut dire exactement? En fait, il faut voir le 15 volts front comme étant une entrée d'alimentation. Sur la face avant, il y a un jack pour l'alimentation 15 volts, ou ici ça sera plutôt du 12 volts, qui sert à alimenter non seulement la carte de face avant, mais aussi la carte principale. Et donc cette alimentation va vers le double buck que l'on vient de voir, qui fabrique le 5 volts et le 3,3 volts pour la carte principale, mais aussi pour la carte de face avant. Le 5 volts et le 3,3 volts sont renvoyés vers la carte de face avant via plusieurs voies dédiées à ça. Il y a la masse, bien évidemment, et il y a un 15 volts back. Pourquoi? Tout simplement parce que si on alimente par la face arrière, eh bien, il faut pouvoir alimenter la carte de face avant également. Et donc le 15 volts est renvoyé sur la carte de face avant aussi via une broche dédiée. En dehors des alimentations, qu'est-ce qu'on a? Un certain nombre d'entrées-sorties. Alors d'abord, les channel A, channel B et GEN OE et GEN CLK, ce sont les voies qui vont servir à piloter les diodes électroluminescentes qui se trouvent en face avant. Il y a en fait deux canaux. Un canal dédié au bar graph qui va servir à renseigner sur le rapport cyclique configuré par l'utilisateur, et un canal dédié aux LED de statut qui vont renseigner sur l'état du convertisseur, s'il est alimenté, s'il fonctionne correctement ou s'il est en état de repos, si des erreurs sont survenues, et si des erreurs sont survenues, quel type d'erreur, etc., etc. Donc les informations pour l'utilisateur. Donc c'est channel A, channel B qui servent à ça. Ce sont des signaux de type série, synchrone, cadencés avec une horloge. C'est GEN CLK qui va rythmer l'envoi des bits. On est à 16 bits sur les deux voies pour charger 16 cases dans un registre à décalage qui va ensuite servir à alimenter 16 LED au travers d'un buffer que l'on peut activer ou désactiver grâce à ce signal GEN OE pour Output Enable. Donc tout ça, ça sert à piloter des LED. Ensuite, il y a des entrées notées cell quelque chose, Lock Remote, AD Control, High et Low. Ce sont les états des interrupteurs placés en face avant qui servent à configurer si on souhaite utiliser le transistor haut ou le transistor bas. On peut inhiber les commandes complètement de ces deux transistors au choix. Ensuite, on doit configurer si on souhaite utiliser un réglage du hacheur de manière locale ou de manière distante. Donc local, ça sera un réglage avec la molette qui se trouve en face avant, et remote, donc une commande distante avec un signal d'entrée, soit en face avant avec une BNC, soit en face arrière si c'est mis dans un rack avec deux signaux logiques. Et donc dans le cas d'un pilotage distant en face avant avec la BNC, on doit spécifier s'il s'agit d'un signal analogique ou d'un signal numérique. C'est le AD Control, Analog Digital Control. Donc voilà pour les configurations. Ensuite, donc j'ai parlé de la molette
la molette de face avant sert à régler le rapport cyclique si on est en mode de réglage local, et donc la molette se comporte comme un codeur incrémental avec une voie A et une voie B qui sont deux signaux carrés en quadrature pour détecter la rotation et le sens de rotation. Et ensuite, le push encodeur, en fait, la molette dispose d'un bouton poussoir en face central qui va servir à des fonctions d'acquittement d'erreur, à des fonctions de basculement dans un mode de réglage ou dans un autre. Classiquement, on règle le rapport cyclique, mais on peut aussi vouloir régler la fréquence de découpage à rapport cyclique constant. Donc le bouton poussoir sert à ça également. Donc voilà pour les entrées de la face avant numérique. En ce qui concerne la dernière entrée dont on dispose, c'est le analog in front, comme son nom l'indique, c'est un signal analogique, mais pas forcément, donc c'est un signal 0,5 volts analogique qui va arriver sur le microcontrôleur et qui va servir à régler de manière distante, pour le coup, en mode analogique, le rapport cyclique. Si on met 0 volts, on aura un rapport cyclique 0%, 5 volts 100%, et si on met 2,5 volts, on aura 50% de rapport cyclique. Mais cette même entrée, si on fait le choix d'un contrôle numérique, ça sera vu comme un signal numérique, 0 volts pilotage du transistor bas, 5 volts pilotage du transistor haut. Et donc là, on a un signal tout ou rien avec lequel on va pouvoir fabriquer une PWM si on le souhaite, pour piloter le bras de pont avec une fonction de connexion en quelque sorte. Et autre borne disponible, BNC en face avant, donc c'est une sortie analogique frontale où a été prévue la possibilité de soit directement envoyer le signal en provenance du capteur de courant, capteur LEM, qui fabrique du 0,5 volts analogique, soit un signal analogique qui viendrait d'une sortie du PSOC. Donc le choix a été fait d'utiliser le capteur de courant uniquement. Et donc la résistance R56 est placée sur la carte alors que la résistance R57 est absente. Et les résistances en question, c'est des résistances 0 ohm. Donc bien évidemment, il en faut qu'une et pas les deux. Sinon on fait un court-circuit. Donc voilà pour l'interface homme-machine. Pour la face arrière, donc comme je l'ai dit, le connecteur de face arrière dispose de lames de puissance. Donc là, toutes les broches qui sont là sont reliées à une lame. On a 10 broches par lame. Pour drainer jusqu'à 60 ampères, il faut pas mal de broches, écartées d'un pas standard de 2,54 mm. Et donc, à gauche du symbole du connecteur, ce sont les lames de puissance, alors qu'à droite, on a 24 broches dédiées aux signaux de commande et à l'alimentation des circuits de commande. On retrouve le 15 volts back, ici, le GND également, et des signaux. Donc, comme je l'ai dit, les lames métalliques sur ce connecteur sont à nu, et donc pour éviter un risque d'électrocution en cas d'utilisation hors rack, il faut que ces lames soient hors tension. Et donc cette fonction est réalisée par 3 relais pilotés par le microcontrôleur lorsque on fonctionne hors rack, avec les 3 commandes de bobine, coil 1, coil 2, coil 3, et qui sont pilotés par ces circuits ici. Ce sont des circuits hacheurs avec deux roues libres, et coil 1, coil 2, coil 3, les 3 circuits sont pilotés par une commande qui s'appelle active, qui vient du PSOC. Donc si le PSOC détecte que le bras de pont est dans un rack, il va donner l'ordre de fermeture des contacts. Si c'est pas le cas, les contacts seront laissés ouverts. Alors au niveau des signaux de commande qui viennent de contrôle qui viennent du fond de panier, on a un signal sync qui sert à synchroniser des bras de pont dans un rack pour faire en sorte que leurs horloges soient synchrones pour avoir des PWM synchronisés. Digit in 1 et 2, ce sont des commandes indépendantes des 2 interrupteurs du bras de pont, des 2 transistors, que l'on peut souhaiter piloter par la face arrière indépendamment avec un microcontrôleur maître qui viendrait piloter plusieurs bras de pont.
ACK back, donc là c'est l'équivalent du bouton poussoir en face avant. En cas d'erreur, pour acquitter une erreur, on doit activer ce signal, et donc on doit l'activer quand on est notifié d'une erreur. Et donc plutôt que d'avoir tous les types d'erreurs notifiés, en fait le microcontrôleur va centraliser les erreurs, et quand une erreur survient, l'erreur est notifiée sur cette broche RFDBK Error Feedback. Donc une fois qu'on a vu ce que voulait dire ACK back, plug c'est un signal qui vient informer le bras de pont qu'il est mis dans un rack, et plug c'est un signal analogique pour être précis, qui va renseigner non seulement que le bras de pont est dans un rack, mais ça va permettre de dire à quelle position il se trouve dans le rack. En fait c'est un signal analogique qui va être envoyé vers un convertisseur analogique numérique. Ensuite force fan, c'est une entrée qui va donner l'ordre au bras de pont d'actionner les ventilateurs pour le refroidissement du rack, du bras de pont dans le rack. Error feedback, on a déjà vu ce que c'était. INH back, là c'est un signal d'entrée d'inhibition du bras de pont. Quoi qu'il arrive, c'est un signal d'entrée qui, lorsqu'il est actif, va donner l'ordre au bras de pont d'arrêter de fonctionner. Les interrupteurs ne sont plus pilotés, ni le transistor haut ni le transistor bas. Break, c'est un signal d'entrée qui va forcer le fonctionnement en mode frein, éventuellement, ou informer du fonctionnement du frein. Donc au choix, ça c'est totalement programmé, ça va aller sur le PSOC. I mesuré, c'est aussi donc le signal qui vient du capteur LEM, qui va aller au microcontrôleur, qui va aller sur la face avant également, et bien c'est également renvoyé sur la face arrière, pour pouvoir faire un contrôle de plusieurs bras de pont avec des mesures de courant de sortie dans chaque bras. Et donc ça va aller vers le contrôleur maître d'un convertisseur plus complexe, typiquement d'un onduleur triphasé. Et CAN H, CAN L, eh bien c'est les deux broches qui vont être raccordées à un bus CAN parce que le microcontrôleur est capable d'adresser un bus CAN. Pas directement, il nécessite quand même un circuit externe pour conditionner les signaux, les mettre dans le bon format avec des signaux différentiels CAN H et CAN L, alors que côté microcontrôleur on a CAN TX et CAN RX qui sont des signaux logiques classiques. Alors à un détail près, ces signaux sont 0,5 volts et le microcontrôleur fonctionne en 3,3 volts, donc on a des circuits d'adaptation de niveau de tension 3,3 vers 5 volts pour ces deux signaux, mais aussi pour les signaux break et INH back. Donc voilà pour la connexion au fond de panier. En ce qui concerne le contrôle de ventilateur, ça ressemble assez fortement au pilotage des relais, ces transistors avec diode de roue libre, pilotés par des drivers dédiés, avec un signal unique qui s'appelle PSOC fan, qui donne l'ordre d'alimentation des ventilateurs. Un petit détail, il y a une diode Zener ici qui a été placée pour faire en sorte d'alimenter un ventilateur 12 volts à partir du 15 volts en créant une chute de tension. Donc là c'était la fonction de base qui était prévue au départ, mais le fait est que si on alimente en 12 volts, cette diode de Zener est superflue et on peut la remplacer par un court-circuit. Il n'y a rien de plus à dire là-dessus, ce sont 4 pilotages de 4 ventilateurs avec un signal unique, PSOC fan. En ce qui concerne l'IGBT, la page IGBT elle est assez succincte, c'est le raccordement des bornes de puissance. On rappelle ici les signaux de commande de grille des deux transistors, même s'il n'y a pas de connexion, elles sont déjà présentes dans le schéma des drivers. La seule chose qu'il y a à voir ici, c'est que le module de puissance est raccordé à l'alimentation via deux fiches bananes rouges et noires au travers de deux fusibles qui sont montés sur des portes fusibles, et que il y a des condensateurs de découplage, un gros condensateur polypropylène plus des condensateurs céramiques qui sont vraiment au plus près du module, alors que le condensateur polypropylène pour des raisons mécaniques et géométriques est légèrement déporté. Et que au niveau du point milieu du bras de pont, on a un capteur de courant. Donc là c'est juste un dessin pour renvoyer
à la page de schéma sur les capteurs, mais donc il y a un capteur LEM à ce niveau-là, et le point milieu, lui, il est raccordé à une fiche banane jaune. Donc la page capteur, justement, elle comprend le capteur LEM, donc mesure de courant, alimenté en 5 volts et qui délivre un signal entre 0 et 5 volts, plus que 2,5 volts si le courant est positif et moins que 2,5 volts s'il est négatif. Et il y a un point de polarisation qui est récupérable, qui est normalement à 2,5 volts et qui va aussi aller vers le PSOC. La mesure de température, en fait, c'est fait avec une thermistance qui n'est pas présente ici, qui va être raccordée via des connecteurs et qui sont montés et un capteur qui est monté au plus près du module IGBT et qui est simplement branché sur un pont diviseur de tension alimenté en 5 volts, et la tension en sortie du pont diviseur va aller vers une entrée analogique du PSOC pour mesurer la température. Et de la même manière, on a une mesure de tension, et donc au niveau du bras de pont, qui se fait via un pont diviseur suivi d'un circuit couplé linéaire dont le détail du fonctionnement est donné dans la documentation détaillée du bras de pont. C'est un circuit un petit peu sophistiqué avec un photoémetteur et 2 photorécepteurs qui ont pour fonction de linéariser le comportement global du système pour avoir un signal analogique à l'image proportionnel de la tension appliquée au niveau du bras. Et donc pour finir, le PSOC, la page PSOC qui montre le PSOC scindé en 2 morceaux, un morceau dédié aux entrées-sorties et un morceau dédié aux alimentations. Donc en fait il y a de multiples alimentations pour le PSOC, notez VDD-IO quelque chose, en fait il y a 4 banques d'entrées-sorties, certaines alimentées en 5 volts, et d'autres alimentés en 3,3 volts. Donc ça permet d'adapter les niveaux de tension des entrées-sorties en fonction des besoins. Le cœur du PSOC qui est alimenté sous 3,3 volts et les circuits analogiques qui sont alimentés en 5,2 volts. Au passage, le 5,2 volts, il est fabriqué grâce à un régulateur linéaire qui, à partir du 15 volts, en fait ici du 12 volts, produit du 5,2 volts grâce à un circuit de feedback avec des résistances adaptées. Alors pourquoi linéaire? Tout simplement pour avoir un bruit le plus faible possible, vu que c'est amené à alimenter des circuits analogiques. Et donc les entrées-sorties, ça rassemble tous les éléments qu'on a déjà vus, qui vont vers la face avant, qui vont vers le fond de panier. On a aussi des signaux Xtal1, Xtal2, cristal en fait, c'est le quartz cadencé à 24 MHz du microcontrôleur, et des signaux qui vont vers un connecteur de programmation du microcontrôleur. Et pour justement répertorier toutes les entrées-sorties, en fait on a une page un petit peu à l'image de la première page de schéma. Ça n'est pas vraiment un schéma, c'est juste du texte pour répertorier toutes les entrées-sorties du PSOC vers toutes les sous-fonctions du système, en les classifiant en entrée et en sortie, en signaux logiques et en signaux analogiques, pour faire le compte et pour vérifier qu'on ne dépasse pas les capacités du PSOC et qu'on respecte bien ses contraintes. Donc voilà pour la partie schéma.